la mort du camarade Marien Gouabi. Sans plus tarder, je cite. L'imposture judiciaire. Brazzaville, samedi 19 mars 1977 à 7 h du matin. Sur les ondes de la voix de la révolution congolaise, les musiques militaires et classiques qui s'étaient substituées depuis la veille au soir à toutes les émissions furent soudain interrompues. Un speaker demande aux auditeurs de rester à l'écoute en prévision de l'annonce imminente d'une importante communication des autorités du pays. Quelques instants plus tard, une voix grave et monocorde lâcha. Peuple congolais, il y a quelques jours, le chef de la révolution, le camarade Marien Gouabi, annonçait au cours d'un meeting marquant la célébration de l'an 12 de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, place de l'hôtel de ville de Brazzaville, la tenue très prochaine des assises du 3e congrès extraordinaire de notre jeune et dynamique parti, le Parti congolais du travail. Chaque Congolaise, chaque Congolais sait que le 3e congrès extraordinaire du parti devait doter notre pays d'institutions révolutionnaires stables afin de donner un élan nouveau à la lutte de libération que mène notre peuple. Mais l'impérialisme aux abois, dans un dernier sursaut, vient par l'entremise d'un commando suicide, d'attenter lâchement à la vie du dynamique chef de la révolution congolaise, le camarade Marien Gouabi, qui a trouvé la mort au combat, l'arme à la main, le vendredi 18 mars 1977 à 14h30. Aussi, compte tenu de la situation qui prévaut, le comité central du Parti congolais du travail a-t-il décidé, au cours de sa réunion de ce jour, de déléguer les pleins pouvoirs au comité militaire du parti, composé de 11 membres, qui aura pour tâche de préparer les obsèques nationales, de gérer les affaires d'État et d'assurer la défense, la sécurité du peuple et de la révolution, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Le comité militaire du parti invite le peuple à redoubler de vigilance et à sauvegarder par tous les moyens la révolution et l'unité nationale pour lesquelles le président Marien Gouabi a donné sa vie. Un deuil national est décrété pour une durée d'1 mois à compter de ce jour. Vaincre ou mourir, tout pour le peuple, rien que pour le peuple, le comité militaire du parti. Commandant Denis Sassou Nguesso. C'est en ces termes que le peuple congolais apprend la mort du commandant Marien Gouabi, chef de l'État depuis 9 ans. Une vingtaine de minutes après, la radio annonce également que l'on recherche l'ex-capitaine Barthélemy Kikatidi, un ancien officier du groupement aéroporté et puré de l'armée congolaise, parce que réactionnaire et dont la voiture se serait retrouvée garée devant le perron de la résidence présidentielle de l'état-major au moment de l'assassinat. Les événements se succèdent. Dans la même journée, une cour martiale est instituée pour juger les meurtriers de Gouabi. Le lendemain, on apprend que les éléments préliminaires de l'enquête établissent incontestablement la culpabilité de l'ancien président Alphonse Massamba Deba de Barthélemy Kikatidi, qui aurait conduit le commando suicide et bien évidemment de certains agents de la sécurité présidentielle. Antou, Nkomo et Eluo exécutés tous de manière très expéditive. Des aveux audiophoniques à peine audibles et reconnaissables sont diffusés par le comité militaire du parti à titre de preuve irréfutable du complot dont font également partie plusieurs agents de l'impérialisme ou réactionnaires invétérés, tels que Pascal Lissouba, qui aurait rendu une visite de courtoisie à Massamba Deba à Boko. Par ces aveux obtenus dans des conditions pour le moins douteuses et puant la mascarade,
le président Massamba Deba reconnaissait avoir formé un groupe de prière dont le but était de reconquérir le pouvoir sans effusion de sang. Tandis que Ontou, lui, reconnaissait, selon le terme consacré, avoir rafalé sur le défunt président sur ordre des membres du commando. Le président venait de terminer son repas, ayant reconnu à travers la vitre de la porte l'ex-capitaine Kika Didi. Il se dirigea vers le secrétariat pour faire des remontrances à Raphaël Ontou. C'est à ce moment que le commando se jeta sur le président. Les chauffourées et la bagarre qui suivirent se terminèrent par la mort du président abattu par Ontou. Quelques instants avant, le président avait réussi à tuer 2 de ses agresseurs et à mettre en fuite le reste du commando sans que l'agent Okamba, qui avait assisté à toute la scène, et les autres éléments de la garde et de la sécurité présidentielle ne viennent à son secours. Au contraire, ils avaient volontairement perdu du temps en manœuvres dilatoires et en bloquant même la progression d'un élément qui s'avançait vers le lieu où luttait le président pour se dégager. Ainsi donc, le sous-lieutenant Oscar Eolo a permis à Raphaël Ontou de tirer sur le chef de l'État et au reste du commando à prendre le large. Marien Gouabi aurait donc trouvé la mort, l'arme à la main, le 18 mars 1977 à 14h30 dans sa résidence officielle de l'état-major, abattu par un élément de sa propre garde alors qu'il se débattait contre 2 membres du commando ennemi conduit par Barthélemy Kika Didi, homme de main de Massamba Deba. Son fils, Ngouabi Marien Junior, l'aurait aussitôt transporté de toute urgence à l'hôpital militaire, espérant encore le sauver. Cette version officielle, entretenue pendant 14 ans, sous les 2 régimes qui succèdent à Gouabi, vole en éclats après certains témoignages recueillis par la conférence nationale souveraine. Le colonel Anselme Makungu, médecin chirurgien à l'hôpital militaire, une des premières personnes à avoir examiné le corps de Marien Gouabi, fait par exemple les révélations suivantes. En 1977, dit-il, j'étais chef de service de chirurgie. J'habitais juste après l'artillerie. Ce 18 mars, j'étais en famille lorsque j'entends les coups de feu. J'ai hésité, mais la fusillade devenait tellement insistante que je me suis levé. Juste à ce moment, le colonel Nissonsa, mon directeur de l'époque, m'a appelé et m'a demandé de rejoindre mon service. Je me suis donc habillé et j'ai reçu le coup de fil d'un infirmier qui me disait qu'on avait emmené le président Gouabi qui semblait déjà mort. Arrivé à l'hôpital, j'ai vu le corps de Gouabi étendu sur la table d'opération et ai constaté en touchant son pouls qu'il était effectivement mort. Ensuite est arrivé Gando, un de mes collaborateurs. Nous avons mis la climatisation dans la salle et sommes sortis. Après un bout de temps sont arrivés Moissi Posso et Ontou qu'on a soignés parce qu'ils avaient une petite égratignure. Ensuite est arrivée Madame Ngouabi que nous avons mise en observation dans la salle. À combien de temps remontait selon vous la mort? Je ne peux le déterminer avec certitude. Ce dont je suis sûr et certain, c'est que lorsque j'ai regardé le corps, il ne saignait pas. Pour quelqu'un qui venait d'être blessé, il devait saigner abondamment. Et puis, il y a longtemps que Ngouabi était mort. Son corps était froid. Si on l'avait pris tout de suite après le coup de feu, il aurait été chaud. Comment se présentait la blessure? C'était une blessure sous-maxillaire à la base du cou avec un fracas de la mâchoire inférieure. À quoi avez-vous pensé en voyant cette blessure? Je vais vous dire honnêtement qu'apparemment, cette blessure ne m'a pas fait penser à un coup de fusil. À la hauteur du cou, elle était linéaire. Êtes-vous sûr que le corps du président était froid? Je suis absolument certain que le corps de Marien était froid. Comment était-il habillé?
Il portait un abacoste beige, bien habillé comme sortant d'un pressing. Cette tenue n'était presque pas froissée. Confirmez-vous que le corps du président était propre et qu'il ne saignait pas? Je le confirme. Le corps du président était propre, il n'y avait pas de sang. Un témoin a déclaré avoir vu le docteur Carlos à l'hôpital militaire. Qu'en savez-vous? Je n'ai pas été informé du passage du docteur Carlos. Quelles sont les personnes qui ont vu le corps ce jour-là? Aucun parent, en dehors de Madame Ngouabi, n'a vu le corps ce jour-là. Où avez-vous conservé le corps après? Le corps a été évacué à l'hôpital général tard dans la nuit. Le docteur Koukambeba, qui a fait partie de l'équipe de médecins ayant rédigé le rapport médico-légal sur sa mort, a plutôt parlé en séance plénière de la conférence nationale de la carotide qui avait été sectionnée. Quel est votre avis à ce propos? Marien Ngouabi avait une très large entaille à la base du cou. Anatomiquement, là se trouve la carotide. Lorsqu'elle est sectionnée, elle saigne pendant 2 minutes et la victime est morte. Et là, je confirme qu'il s'agit d'une arme blanche. Par contre, 1 an après, à 4h30 du matin, on m'a appelé à l'hôpital. On m'a amené un type baignant dans le sang et transpirant. Pendant que je m'occupais de lui, j'ai téléphoné à un de mes anciens collaborateurs pour qu'on le prenne ensemble, tous les deux. Lui avait reçu une balle de PEM au niveau de la clavicule. Le matin, le comité militaire du parti est venu le voir. Lui, au moins, c'était bel et bien une blessure par balle tirée, il me semble, à bout portant. Elle avait traversé la clavicule. Cette déposition du colonel Anselme Makumbu a été du reste confirmée par celle de son collaborateur, le capitaine Gaston Gando, anesthésiste à l'hôpital militaire au moment des événements. Le 18 mars 1977, date à laquelle le président Ngouabi est mort, j'étais en service à l'hôpital. Vers 13h, je suis allé chez moi. Après la fusillade, j'ai rapidement regagné l'hôpital militaire. Il était 14h45 quand j'y suis arrivé. J'ai trouvé un attroupement devant la salle d'opération. J'y suis rentré et ai vu étalé sur la table d'opération le corps du défunt président Ngouabi. Quand je l'ai inspecté, j'ai constaté qu'il était couché sur le dos et qu'il avait une blessure à la mâchoire inférieure. Vers 15h environ est venu le docteur Carlos. Il m'a dit qu'il venait retirer l'alliance du président envoyée par sa veuve et il est parti avec. 2 heures après, il y a eu l'apparition de l'ambassadeur de Cuba. Et enfin, la garde présidentielle avec à sa tête le lieutenant Sibali. Quelle était la couleur de la bacouste que portait le président? Il était beige. Comment avez-vous su qu'il était mort? J'ai ouvert les 2 yeux et j'ai constaté qu'il était mort depuis un moment. Saignait-il? Quand j'ai vu le président, il ne saignait pas. Il n'était pas couvert de sang. Avez-vous vu Mwasiposo? Non, je n'ai pas vu Mwasiposo. Connaissez-vous le docteur Carlos? Non. J'ai seulement appris après qu'il a été envoyé par l'ambassade de Cuba. Je ne sais pas par quelle note il a été nommé là-bas. Aviez-vous vraiment touché le corps du président et qu'avez-vous constaté? Je confirme que j'ai bien touché le président. Son corps était déjà froid. Ce qui signifie qu'il était mort depuis longtemps. Et ses vêtements, comment étaient-ils? Ses habits n'étaient pas tellement froissés. Pourquoi avez-vous laissé entrer le docteur Carlos? Votre chef ne se rappelle pas l'avoir vu. Quand Carlos est venu, il a d'abord vu le chef. Enfin, c'est ce que je pensais. Confirmez-vous que le président était propre et qu'il ne saignait pas? Il n'y avait même pas une goutte de sang, ni à terre, ni sur la table d'opération. Il y avait juste un peu de terre sur le ventre, c'est tout. Le docteur Koukambeba a déclaré
qu'on lui avait sectionné la carotide. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas vraiment ausculté le corps du président. J'ai seulement constaté qu'il était déjà mort et que nous n'avions plus rien à faire. Je n'ai donc pas vu la trace de blessure au niveau de la carotide. D'autres témoignages, dont un aveu larvé du président Denis Sassou Nguesso, que nous évoquerons plus loin, mettent bien en évidence le fait que le comité militaire du parti a consciemment véhiculé un gros mensonge. Une certitude se dégage clairement. Le président Marien Ngouabi n'est pas mort à 14h30. Son corps étant froid à l'hôpital militaire quelques instants seulement après la fusillade. Or, de l'avis des légistes interrogés à ce sujet, il aurait fallu des heures pour que le corps se refroidisse. Chose étonnante encore, Marien Ngouabi est arrivé propre à l'hôpital. Décédé pourtant des suites de la large entaille qu'il avait au niveau de la carotide, il aurait dû être ensanglanté. Ce qui laisse supposer que le corps de la victime a été au préalable traité, c'est-à-dire nettoyé et habillé de cette tenue beige à peine froissée. Montage classique importé des services de sécurité de l'Est, recoupé par le témoignage de M. Mouhounou, employé civil à l'état-major de l'armée congolaise, qui fut obligé de s'exiler au Cameroun pour avoir bien aperçu le président Marien Ngouabi en abacoste beige à l'arrière d'une Peugeot 504 noire encadrée de 2 personnes et rentrant chez lui à 14h25, juste 5 minutes avant le début officiel de la fusillade. Marien Ngouabi est mort à l'extérieur de son palais et son corps a été ramené et jeté dans l'enceinte de l'état-major à proximité du garage par un commando autre que celui conduit par Barthélemy Kikadidi. Ce qui explique que le capitaine Gando Gaston n'ait rien remarqué d'autre qu'un peu de terre sur le ventre du président. De même qu'un autre témoin, le capitaine Motondo, censé être là à la première heure du crime, soit étonné, lors de la reconstitution des faits, que le lieu où le président se serait écroulé ne portait aucune marque spéciale. Madame Mvouka Germaine, belle-sœur du président Marien Ngouabi, qui aurait, selon la version officielle, assisté à la tragédie, à qui j'ai posé exactement la question de savoir si son corps baignait dans une flaque de sang au moment où on l'a soulevé pour l'emmener à l'hôpital, a plutôt répondu: quand on a soulevé le président, il ne saignait pas. Mais il avait le menton qui pendait. Un militaire l'a soulevé et on a bien remarqué que la mâchoire inférieure était fracassée. Ne s'étant pas réellement approché de la victime, il est bien évident que le corps ne saignait pas pour qu'elle ait remarqué de façon très précise que la mâchoire inférieure était fracassée. Le lieutenant Sibali de la garde présidentielle, une des premières personnes à avoir pénétré dans le quartier général à la tête d'un groupe de militaires et qui a vu le corps avant qu'il ne soit évacué à l'hôpital militaire, apporte quant à lui les éléments supplémentaires suivants. J'ai connu Marien Ngouabi depuis longtemps. En 1974, lors de son passage à Pointe-Noire, j'étais adjudant-chef. En 1976, j'ai été appelé à la garde présidentielle. En 1977, il y a eu ce que l'on appelle le festival sportif inauguré par le colonel Moissi Posso. Le 18 mars, vers 14h30, tout le monde a senti le coup de vent qui a secoué des maisons. Nous étions dans le camp de l'actuel 26e BIM. Un ami est venu nous dire qu'au magasin d'armes, on avait attaqué. J'ai pris mes agents, nous sommes allés là-bas. Je leur ai donné comme consigne colonne couvrée. Dès que nous sommes arrivés au portail d'entrée du musée, nous étions 5. J'entends Okamba qui m'appelle. J'ai demandé à mes éléments de nous diviser.
2 à gauche, 2 à droite. Et quand nous sommes arrivés, j'ai vu les 4 corps allongés et le président avec eux. Onchou était en train de tirer en l'air et il a dit que le commando était à l'intérieur. Il y avait parmi les 4 éléments un qui essayait de bouger. Un de mes éléments a vidé son chargeur sur lui. Le petit Marien nous a rejoints. Nous sommes allés à l'hôpital militaire et nous avons déposé le corps de Marien sur la table d'opération. Le docteur lieutenant-colonel Makumbu est arrivé. Ensuite, le colonel Mwasiposo et la dernière personne, c'était la veuve Céline. Je suis reparti à la résidence et là où il y avait les corps, un peu de sang avait coulé. Et j'ai trouvé 2 dents du président Marien à l'endroit où il était couché à plat ventre. Comment se présentait la qualité de sang que vous avez vu? Êtes-vous sûr que le président Marien a bien été blessé par une balle? Je n'ai pas dit qu'il y avait beaucoup de sang. Il y en avait juste un peu comme une feuille de cahier. Je ne pense pas que le président Marien ait été blessé par une balle, car quand une balle entre, à l'entrée, elle ferme le trou. Mais à la sortie, elle fait une explosion. Je n'ai pas dans ce cas vu l'explosion. Là aussi, le lieutenant Sibali, qui ne pouvait en l'absence de marques précises déterminer exactement à qui appartenait le sang, qu'il a retrouvé sur le lieu du crime, puisqu'il ne s'en aperçoit qu'à son retour de l'hôpital militaire, précise qu'il ne s'agissait pas d'une grande, mais plutôt d'une petite flaque de sang et que la blessure de Marien Ngouabi n'était pas le fait d'un coup de fusil. Il est donc tout à fait évident que le comité militaire du parti a menti. Marien Ngouabi n'est pas mort à 14h30 ni à l'état-major. La veuve Céline Ngouabi l'a avoué à l'auteur en lui confiant en privé ceci. Ah, Mpangi, Mundwaou, Baou Bendi Baou Wondawo, Kaba Zololo, Kwa, Baou Wingila Beto. Ce qui traduit littéralement ceci. Ah, mon petit, ce sont eux-mêmes, les hommes du Nord, qui ont commis le crime. Mais ils ont voulu nous, les hommes du Poule, en accuser. Confidence d'une femme qui a toujours gardé son secret sans doute de peur d'être victime de représailles de la part des véritables coupables, encore en position de force dans le système. J'ai passé moi-même 12 ans à la tête de l'État. Je n'ai jamais compris comment Ngouabi est mort, a confié le président Sassou Nguesso à l'auteur qu'il recevait dans un château de Vésiné dans la région parisienne. Y aurait-il meilleure preuve de cette imposture que cet aveu de l'homme qui dirigea le comité militaire du parti à l'époque? Si Sassou en est encore à se demander comment Ngouabi, son frère d'armes, est mort, n'est-ce pas parce qu'il n'a jamais cru à son propre mensonge? Ce qui du reste est tout à fait évident, car, connaissant la vérité, il ne pouvait croire à la version officielle des faits. D'autre part, ayant pris le soin d'effacer toute trace de son implication dans les faits par l'élimination physique de tous les témoins gênants et de nombreux autres moyens, n'est-il pas logique qu'il ait la conscience tranquille? Mais, pourrait-on dire, il a quand même ses aveux à la cour martiale et au procès de janvier 1978, aveu que le procureur Jacques Okoko, corrompu et à la solde du pouvoir de l'époque, brandissait triomphalement comme les preuves irréfutables du complot ourdi par Masson Badeba contre Ngouabi. Commençons par cette cour martiale qui fut présidée par le colonel Tika Kabala, décédé hélas il y a peu, mais dont le colonel Ongouya Jean-Félix, un des membres, a parlé en ces termes. Une nuit, vers 22h, on est venu me dire que j'étais attendu par le CMP. Là-bas, Chiba m'a notifié que j'étais nommé à la cour martiale.
il y avait moi, le colonel Nchika Kabala et le colonel Nsa. Avez-vous eu l'occasion de siéger? Effectivement, cela m'avait énervé et je me suis révolté contre ces méthodes. Je suis allé voir Ntiba quand on n'avait pas entendu les prévenus. On a siégé sur mémoire. J'étais vraiment écœuré. C'était une parodie de procès. Le président Sassou faisait des va-et-vient entre là où nous étions et là où étaient les membres du comité militaire du parti. On nous a dit de prononcer des sentences. Maître Broudet et Villers ne sont arrivés que peu avant qu'on ait prononcé les sentences. Avez-vous vu au moins les accusés? Je n'ai pas vu physiquement les accusés. Et les autres membres de la Cour? J'avais l'impression que les autres membres de la Cour non plus n'étaient pas bien dans leur peau. Une autre preuve de ce montage est la stupéfaction du colonel Onka, dont le nom figure sur la liste des membres de la Cour martiale. Un instant, s'il vous plaît, je vais me désaltérer avec votre permission. Je n'ai jamais été membre de la cour martiale chargée de juger les assassins de Marien Gwabi, déclare-t-il. J'ai seulement été chargé, avec 9 autres officiers, de transporter la dépouille du président Marien. Mais, en dehors de cela, je n'ai jamais été membre d'une quelconque cour martiale chargée de juger les assassins de Marien. Ce vendredi-là, nous étions en marche de 45 km vers Mansimou avec 85 stagiaires. Comment expliquez-vous que votre nom se trouve sur la liste de membres de la cour martiale? Je ne comprends pas. Si l'on était ainsi, je serais titulaire d'une note ou d'un arrêté. Résumons. La cour martiale n'a été qu'une mascarade. Et les révélations sur la commission d'enquête qui a préparé le mémoire à base duquel les sentences ont été prononcées le prouvent d'ailleurs incontestablement. J'avais été désigné par le ministre de la Défense pour diriger la commission d'enquête, explique le colonel Eyabo Gaston, un intime du président Gwabi. Dans cette commission, il y avait outre les cadres congolais, des Cubains. Nous nous sommes mis à travailler. Au début, les gens ne voulaient pas parler. Mais après, les langues commençaient à se délier. Quelques jours après, le 24 mars exactement, j'avais décidé de faire le point au ministre de la Défense sur les premiers interrogatoires. Ce qu'on pouvait en tirer, c'est qu'un témoin important avait parlé en tout. Il avait dit par exemple qu'il avait été contacté par M. Ngandian et d'autres personnes envoyées par lui. Onchou avait déclaré que lorsque le commando était arrivé, il avait demandé qu'on déplace la voiture du commando du Perron. Okama et un membre du commando sont sortis pour déplacer la voiture. Pendant ce temps, un autre membre du commando va demander à Onchou si c'était bien lui. Cet homme lui avait dit que son signalement leur avait été fait par Gondian qui visait un coup, mais en dehors du palais. Après avoir rendu compte au ministre de la Défense de cette évolution, le lendemain, un soldat est venu me dire qu'on avait exécuté le président Déba, Onchou et autres. Aussitôt, le trouble est entré dans mon esprit. Je ne comprenais pas. Contre minuit, l'heure à laquelle je suis parti du bureau, et l'aube, on a fait siéger une cour martiale dont j'ignorais l'existence. Et on avait choisi d'éliminer que les pièces maîtresses qui devaient me servir pour établir la vérité. Je suis allé voir le ministre de la Défense pour lui déclarer mon indignation et à cause de ce flou, j'ai renoncé à présider cette commission et j'ai démissionné. J'ai même dit au ministre que parmi les membres du CMP, il y avait des complices qui ne voulaient pas que la vérité se sache.
C'est à ce moment que Sassou a nommé le capitaine Zoula. Ce dernier, dans nos contacts, me dirait que les choses ont piétiné jusqu'au procès. On ne pouvait plus voir clair. N'avez-vous jamais été informé de la création d'une cour martiale? Jamais. Et d'ailleurs, tout à l'heure, le général Ngolo, ministre actuel de la Défense, m'a demandé de qui était formée la cour martiale. Je n'ai pas pu lui répondre. Pourquoi dites-vous qu'il y avait une évolution dans les déclarations d'Ontou? Dans ses premières déclarations, Ontou avait dit que c'était le capitaine Motondo qui était à la tête du commando qui avait tiré sur Marien Wabi. Sa nouvelle version des faits parlait déjà des contacts qu'il avait eus. Il faut savoir qu'il n'est pas toujours facile d'arracher un mot au cours d'un interrogatoire. C'était pour moi déjà un pas. Avez-vous procédé à une reconstitution de la scène? La reconstitution était prévue, mais elle n'avait pas encore eu lieu. Sans doute qu'elle a été faite par mon successeur Zoula. Que vous avez déclaré le président Massamba Deba? Je n'ai pas entendu personnellement le président Massamba Deba. Comment? Ce n'est pas possible. S'écrit un membre de la commission. Il y a quand même des aveux sur cassette radiophonique qui lui ont été attribués et diffusés largement avant son exécution. Je ne sais pas où et quand ces aveux ont été pris. Je n'en ai pas la moindre idée. En tout cas, ils n'ont pas été pris pendant que je présidais la commission d'enquête. Je suis formel là-dessus. Le mémoire sur la base duquel la Cour martiale officieuse de mars 1977 a prononcé les sentences dans la procédure qui nous était ci-dessus décrite n'a été donc qu'un faux manifeste rédigé par une officine secrète à laquelle a sans aucun doute participé M. Moissi Posso, qui a été le seul témoin à être catégorique sur la culpabilité de Raphaël Ontou. Les aveux qui accompagnaient ce faux document ont donc été entièrement préfabriqués et ne peuvent en aucun cas constituer des preuves positives de culpabilité. L'interrogatoire des présumés coupables venait à peine de commencer que ceux-ci furent sommairement exécutés. Certains d'ailleurs, comme Massamba Deba, sans avoir été entendus. Sa culpabilité n'a donc même pas été établie. Il n'avait pas droit à la présomption d'innocence. Il fallait un coupable et Deba devait l'être, qu'il le fût réellement ou pas. Rappelons cependant les aveux allégués à Ontou, afin d'en relever les nombreux écarts qu'ils contiennent. Le vendredi 18 mars 1977, aurait-il déclaré, lorsque le commando est arrivé à la présidence, il s'est présenté au secrétariat. Il était composé de 4 membres, dont un capitaine qui s'était présenté comme étant le capitaine Motondo. Nous les avons fait asseoir. J'ai demandé à Okamba de téléphoner pour demander quelques éléments de renfort au poste. Après cela, Okamba est sorti dans le hall et s'est aperçu que le commando avait abandonné sa voiture juste à l'entrée principale de la résidence présidentielle. Il leur a demandé d'aller la dégager. L'un d'entre eux se lèvera et déplacera la voiture en marche arrière et percutera le portail. Pendant l'absence de ce dernier, l'un des membres du commando me posera la question de savoir si c'était bien moi en tout. À ma réponse affirmative, il m'a dit qu'avant-hier, on avait donné mon nom et fait ma description. Je lui ai posé la question de savoir en quoi je pouvais leur être utile. Il m'a répondu qu'il était venu au sujet de ce que Ngwandian m'avait dit. Il enchaînera par la question de savoir si j'étais d'accord ou pas. Je lui ai donné mon accord à la seule condition qu'il n'use pas de brutalité. De là, nous avons attendu jusqu'à l'arrivée du président. Lorsqu'il est arrivé, il s'est mis devant la porte, les 2 mains sur les bâtons. Les 3 éléments se sont levés et se sont rués vers le président. J'ai fait semblant de m'interposer
et les individus suscités ont amené le président dehors. J'ai pris des précautions pour sortir du secrétariat. Le troisième commando s'est réfugié dans l'une des guérites situées à l'entrée de la résidence. Le président se dirigea à grands pas vers la cuisine en direction du lieu où étaient les voitures. Sortant de sa cachette, le troisième commando m'a dit « Si tu le fais fuir, je t'abats. Tire, tire. » J'ai alors tiré. D'abord en direction de la guérite où se trouvait Okamba. Je ne l'avais pas atteint. Et ensuite, j'ai tiré en rafale sur le président qui est tombé sur le coup. Je me suis précipité pour vérifier s'il était mort. J'ai constaté qu'il ne bougeait pas. Mais il avait un mouvement convulsif, une espèce de spasme irrégulier. De là, je me suis dirigé vers la voie goudronnée d'où je recevrais le petit Marien. Je lui ai dit de tirer en l'air. C'est à ce moment que je verrai le capitaine Okamba en train de se diriger vers le local présidentiel à bord de sa voiture. Il a aussitôt freiné et est sorti de sa voiture. Nous avons progressé à deux. Pendant ce temps, je lui ai brossé la situation. Évidemment, pas en version profonde comme je l'ai fait à la commission d'enquête. Je n'avais pas perçu d'argent avant le coup. Je devais être satisfait après. Je me reproche néanmoins de n'avoir pas discuté clairement les conditions de remise. Au procès de janvier 1978, qui a été au moins public, le procureur Jacques Okoko a pour sa part principalement soutenu ces actes d'accusation par les dépositions de deux rescapés du commando de Barthélemy Kikatidi et celles de certains éléments de la garde présidentielle. Le 18 mars 1977, aux environs de 13 heures, aurait reconnu Kanza, je me suis retrouvé avec Koudissa Tade, Kuba Minaku, Kiangila. Koudissa Tade nous a invités à la prière. À la fin de la prière, Kikatidi a donné l'ordre de se rendre à l'état-major pour prendre le président. Lorsque nous avons pris la direction de l'état-major sur la route de Djoué en face du CG Angola Libre, nous sommes montés dans la Peugeot 404, c'est Kikatidi lui-même qui conduisait. Kuba est resté parce qu'il devait attendre chez Massamba Deba et parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la voiture. Nous avons pris la direction du rond-point de Makelekele, l'avenue Philbert Youlou, aux environs de chez Matour. Koudissa et Kikatidi m'ont dit qu'on devait se changer dans les herbes, mais je leur ai demandé qu'on a chez Konda Albert. Après nous être changés, nous sommes remontés dans la voiture. Kikatidi a pris la direction de l'UMPT en passant par l'ancienne école des cadres. À notre arrivée devant l'état-major, un militaire de garde nous a ouvert le portail sans difficulté. Un autre nous a ouvert le portail du perron. Kikatidi a arrêté sa voiture juste à la porte de la résidence présidentielle. Nous sommes entrés dans la présidence et nous avons attendu dans la salle d'attente pendant qu'un militaire allait prévenir le président. Le président est descendu de l'étage. Il était accompagné de sa femme et d'autres femmes. J'ai vu ses enfants. Un des agents de la sécurité du président m'avait demandé de dégager ma voiture et de la placer au parking. J'ai entendu un coup de feu. J'ai vu Kiangila sortir en courant de la résidence. Et à ma demande, nous avons décidé de fuir. Nous nous sommes emparés de deux armes. J'ai tiré une petite rafale pour arrêter celui qui tentait de nous arrêter. Nous avons sauté le mur, nous nous sommes débarrassés de nos habits vers la flottille et nous avons pris des habits déchirés laissés par des jardiniers. Lorsque nous sommes arrivés dans la rue Fouekeles, chez Nizele qui nous a recueillis et nous a donné des habits et des chaussures. Nizele nous a demandé de nous rendre immédiatement chez le président Massamba Deba. Ce dernier, en nous voyant, s'est écrié « Où est le président? Où est Kikatidi ?» De son côté, Kiangila aurait confirmé les faits et donné les précisions suivantes. Arrivé à la résidence présidentielle, Kikatidi a arrêté devant le perron. De là, nous sommes sortis et nous sommes entrés au secrétariat de la sécurité présidentielle. Nous y avons été reçus par des combattants de la sécurité présidentielle. L'un des combattants nous a prié de dégager la voiture du perron pour la garer au parking. Kikatidi a désigné Kanza à cet effet.
Kikadidi s'est adressé au plus grand des deux en précisant qu'il voulait voir le président de la République de la part d'Hakim. Le militaire alla chercher le président. Pendant ce temps, nous attendions au secrétariat. J'ai appris par la suite que ce militaire s'appelait Ontou. Brusquement, le président s'est aperçu que Minakou avait quelque chose dans sa poche. Il s'est saisi de sa poche et une lutte s'est engagée entre le président Minakou et Koudissa. Ces deux derniers se sont saisis de la même poche pour empêcher le président de s'emparer de son contenu. Minakou avait un revolver. Pendant un moment, Minakou et Koudissa entraînaient le président vers les marches du perron. Koudissa ou Minakou est tombé après avoir fait un faux pas. Le président appelait au secours. Garde, garde. J'ai décidé de fuir. J'ai rejoint Kanza qui a rangé la voiture. Kanza m'a remis une arme et nous sommes sortis à côté du grand kiosque à réception et nous avons sauté le mur. En passant, nous avons rejoint les jardins et abandonné nos tenues militaires dans les jardins et nous sommes vêtus de ceux des pêcheurs. C'est au moment où nous avons quitté la résidence que nous avons entendu des rafales du côté de la résidence présidentielle. Je précise que Kikadidi avait une arme automatique. Il était en tenue de capitaine et portait un béret rouge. Après l'état-major, nous avons rejoint Bakongo. Arrivé dans la rue Fouekele, Mizele nous a reçus chez lui. Il nous a donné d'autres habits et nous a demandé de nous rendre chez Massamba Deba. Celui-ci s'est étonné de ne pas voir arriver Kikadidi et le président Ngouabi. Nous sommes entrés dans la maison de Massamba Deba où se trouvait déjà Kouba. Mizele nous a accompagnés chez le président Massamba Deba. Pendant que nous étions là, Mizele nous a prévenus de l'arrivée des militaires. Massamba Deba a été pris par des militaires. Après son départ, Kanza, Mizele, Kouba et moi-même, nous avons quitté les lieux. Si ces deux aveux, taillés sur un modèle, établissent sans aucun doute la présence de ces deux hommes à l'état-major le 18 mars, ils ne prouvent aucunement leur culpabilité dans la mort du président. Non seulement les os avec laquelle ils entrent dans le quartier général de l'armée congolaise montrent bien qu'ils sont attendus, mais aussi le fait que Kikadidi ait parlé de prendre le président et non de l'enlever ou de le tuer. Le refus systématique de Koudissa de prendre les armes avant d'entrer dans la résidence présidentielle et enfin l'étonnement de Massamba Deba de ne pas voir Kikadidi revenir avec le président Ngouabi laisse bien supposer qu'un rendez-vous était délibérément pris entre les deux hommes d'État, que celui-ci devait avoir lieu hors du palais et que la mission du groupe Kikadidi était d'aller chercher le président Ngouabi pour assurer son escorte et non pour le tuer. Il y a aussi autre chose. Monsieur le procureur, qui a cité ses aveux, les a sectionnés à point nommé à telle enseigne qu'il évite de révéler dans son opuscule que Kanza répond bien à la question de Massamba Deba qui s'enquiert du sort de Ngouabi et de Kikadidi en l'informant que le président Ngouabi était mort. Et que, dans un geste de désolation, Deba avait frappé ses cuisses des deux mains alors qu'il aurait pu s'en réjouir si telles étaient ses intentions profondes. Bien plus, comment Kanza aurait-il su que Ngouabi était mort s'il n'avait pas bien vu son corps, puisque son récit ne signale nulle part qu'il a vu le président fusillé par Koudissa et Minakou, encore moins qu'il l'a vu tomber. Son seul souci en voyant Kiangila sortir en courant ayant été de prendre la fuite. Peut-on imaginer qu'il se soit arrêté pour assister tranquillement à la fusillade, voir Ngouabi s'écrouler et prendre alors la fuite au point de rapporter avec certitude les faits à Massamba Deba, ce qui serait déjà impensable. Par ailleurs, le recoupage de ces deux dépositions avec d'autres met à nu les incohérences de cette version, certes laborieusement préparée,
mais assimilés différemment par les présumés témoins. Le 18 mars 1977 raconte par exemple Mvuka Germaine, qui tente de se ranger dans la version réelle. Nous avons mangé avec le président. Nous étions 4 personnes. Ma sœur, Pauline Ingoba, le président Marien et moi. Le président nous a raconté ce qu'il avait fait à l'université. Nous avons rigolé, il était content. À un moment donné, le président a demandé au petit Marien de téléphoner à sa mère, ma sœur Céline, qui dormait, pour lui souhaiter une bonne sieste. Lorsque le petit Marien qui devait aller à la piscine est sorti, il a laissé la porte un peu entrouverte et nous avons aperçu un capitaine qui est passé. Le président va s'étonner et dire comment se fait-il que ce type-là, épuré, se retrouve ici en tenue de combat. Un moment après, PA est venu annoncer ce militaire comme étant le capitaine Motondo. Le président est sorti pour se rendre au secrétariat afin d'engueuler les militaires qui l'ont laissé entrer. Car il savait bien que c'était Kikadidi. Lorsqu'il est arrivé au secrétariat, nous l'avons suivi. Nous nous sommes retrouvés en face d'un capitaine et de 2 personnes en tenue, mal habillées, sans béret. L'un d'entre eux avait un pistolet. Le président lui a demandé de lui remettre cette arme, mais il ne voulait pas, et le président a tenu à lui arracher de force. Ils se sont donc débattus tous les deux, et en tout ne réagissaient pas. Entre-temps, Kikadidi attendait dans la salle d'attente. Pendant qu'ils se débattaient avec l'un des éléments, PA seul l'aida. Ils allèrent jusque vers l'escalier du perron. À un moment donné, nous avons entendu un coup de feu et nous nous sommes tous éparpillés. Après, il y a eu des rafales. Le petit Marien a couru pour intervenir, mais nous n'étions plus là. Nous avions tous fui. Donc, lorsque le président est mort, nous n'étions plus là. Nous ne sommes revenus sur les lieux que lorsqu'on a commencé à mettre le président dans la voiture qui l'emmenait à l'hôpital. Après, un véhicule nous a pris, nous aussi, pour nous emmener au camp pour notre sécurité. Au Kamba, qui demeure à ce jour le seul survivant du dispositif de la sécurité présidentielle en place le 18 mars 1977, affirme ceci. Lorsque la voiture Peugeot 404 transportant le commando s'est arrêtée devant le perron de la résidence présidentielle, Ontou et moi étions au secrétariat. 5 militaires sortis de cette voiture se sont présentés à nous. J'ai constaté que l'un d'eux portait un béret rouge et des galons de capitaine. C'est celui-là qui s'est adressé à Ontou en lui disant qu'il venait rendre compte d'une mission au commandant. J'ai aussitôt demandé à Ontou le nom de ce capitaine que je ne connaissais pas. Mais Ontou ne m'a pas répondu. Il s'est contenté d'en informer le président de la République. Trouvant ces militaires suspects, j'ai téléphoné au poste de police de la sécurité présidentielle. J'ai dit précisément aux standardistes, est-ce que les éléments sont là? Comme il m'avait répondu affirmativement, j'ai ajouté, envoie-les. Ensuite, j'ai demandé aux éléments du commando d'enlever leur voiture du perron pour garer au parking présidentiel. Le capitaine désigna l'un des militaires du commando à cette fin. Comme ce dernier avait du mal à conduire cette voiture, j'ai entendu le capitaine lui dire « La première, c'est en haut ». Malheureusement, la manœuvre avait été effectuée brutalement et le conducteur heurta le portail. Le pare-choc avant ainsi que l'enjoliveur du phare tombèrent. Comme le président exigeait toujours que ses visiteurs soient bien traités, j'ai accouru pour ramasser les 2 pièces du véhicule afin de les remettre au conducteur. C'est à ce moment que, jetant un coup d'œil derrière le siège arrière, je vis les armes enroulées dans un sac. Cela confirma l'inquiétude que j'avais éprouvée vis-à-vis de ces militaires. Comme je ne détenais que mon pistolet, j'ai décidé de me rendre immédiatement au magasin d'armes pour prendre mon PMACA. Peu après, j'ai rencontré PA qui remontait en direction de la résidence présidentielle. Après notre rencontre, j'ai entendu un coup de feu. J'ai continué en courant. Dès que j'ai pris mon PMACA, j'ai entendu d'abord une petite rafale suivie de plusieurs autres. Je suis revenu rapidement, mais prudemment, car on tirait déjà en direction du hall de réception et de la villa Shanghai. À la hauteur du poste numéro 2, j'ai aperçu le groupe dans lequel se trouvait le président,
au niveau du perron. Je ne pouvais pas tirer de peur d'atteindre le président. Ensuite, j'ai entendu des rafales du côté de la balançoire. J'ai été détourné dans cette direction. De combien de membres est en réalité composé le commando de Kikatidi, dont en tout fixe le nombre à 4, tandis que la version officielle parle de 5 hommes? Quelle est la première personne que Ontou reçoit à la fin de la fusillade? Est-ce le lieutenant Sibali, dont il ne parle même pas dans ses aveux, mais qui affirme être le premier à avoir pénétré la résidence présidentielle et qu'Ontou, qui tirait en l'air, lui aurait dit que le commando était à l'intérieur? Ou est-ce le capitaine Okemba qui dit y être arrivé bien après? D'où vient réellement le fils Ngouabi que Mvuka prétend être allé se laver dans la piscine, que Sibali voit arriver près du corps de son père, mais que Ontou reçoit de la voix goudronnée? Qui aurait donc informé réellement Ngouabi de l'arrivée de Kikatidi? Ontou ou Péa? Car si la version officielle que Okamba et Kyangila semblent conforter, prétendre que c'est Ontou, les aveux de l'intéressé et le témoignage de Mvuka Germaine avancent plutôt que c'est Péa qui l'aurait fait, mais en parlant du capitaine Motondo. Ce même Péa que Okamba ne voit accourir qu'au moment où la fusillade est déjà engagée. Pourquoi Péa parlerait-il de l'arrivée de Motondo à Ngouabi alors que Kikatidi, selon Kyangila, aurait dit qu'il venait de la part d'Hakim? Et pourquoi à ce sujet, Okamba déclare-t-il que Kikatidi aurait prétendu venir rendre compte au commandant en chef d'une mission? D'où Kyangila observe-t-il la scène qu'il raconte si allègrement, dans la mesure où Mvuka Germaine ne parle que de la présence de Kikatidi et de 2 militaires mal habillés? Relevons aussi que Mvuka affirme que l'un des 2 militaires tenait une arme et que le président la lui aurait demandé avant de chercher à la lui arracher. Tandis que Kyangila avance que le président s'était aperçu que Mienakou avait quelque chose dans sa poche et avait tenté de s'en saisir, et que les aveux de Ontou et la version officielle des faits notent que les 3 hommes s'étaient rués sur le président dès qu'il avait pénétré dans le secrétariat. Soulignons aussi cette incohérence entre la version officielle qui a prétendu que Kikatidi aurait été installé seul dans la salle d'attente, tandis que les autres avaient été reçus au secrétariat, assertion que la déclaration de Mvuka conteste et à laquelle ni Konza ni Kyangila ne font allusion. Pourquoi Okamba ne remarque-t-il pas que, mis à part Kikatidi, les autres membres du groupe sont débraillés, et pourquoi préfère-t-il aller au magasin d'armes à 100 mètres alors qu'ayant flairé du louche, il aurait dû rappliquer dans la résidence afin d'intervenir ne serait-ce qu'avec son pistolet en cas de danger? Peut-on honnêtement imaginer que Marien Ngouabi pouvait se laisser entraîner par 2 civils, quel que fût leur gabarit, au point de ne pouvoir se défendre? D'autant plus qu'à en croire Germaine Mvuka, Péa lui avait apporté son aide. Comment croire qu'un groupe d'hommes venus pour agresser le président et qui le trouvent en plein repas ait préféré s'installer copieusement dans des fauteuils et attendre que ce dernier finisse tranquillement son repas alors qu'ils avaient là une occasion propice pour le surprendre? La mise en scène a été trop grotesque et imparfaite. Et Germaine Mvuka l'a renie implicitement, puisqu'à la question subsidiaire de savoir quelle avait été la réaction de ces 2 militaires lorsque le président serait rentré au secrétariat, elle a répondu. Lorsque le président est entré, les membres du commando ont pris peur. Ils allaient fuir. C'est donc à croire que dans le même intervalle de temps, ils se soient ressaisis au point d'agresser le président. Autre chose, comment le corps de Marien Ngouabi se serait-il retrouvé à côté de celui de ces 2 agresseurs alors que le président s'était, semble-t-il, débarrassé d'eux sur le perron et qu'il aurait été abattu par Ontou pendant qu'il se dirigeait vers le garage à la poursuite des 2 autres membres du commando?
Sans doute, Monsieur le Président avait-il jugé nécessaire de s'encombrer dans sa course des deux cadavres de ses agresseurs. Toutes ces contradictions, le procureur de la République ne pouvait les voir. Et comment pouvait-il en être autrement, du moment que les inculpés avouaient avoir formé un groupe de prière pour reprendre le pouvoir sans effusion de sang, que certains de ces hommes s'étaient retrouvés à l'état-major et que ces aveux devaient servir à la nouvelle camarilla dirigeante à finir avec les indécotrables du Sud, singulièrement du Poul. Pourquoi le procureur se serait-il préoccupé de preuves superflues ou même d'écarter les contradictions grossières, les anachronismes et les absurdités du dossier? Au cours du procès de janvier 1978, qui soit dit en passant, ressemblait singulièrement au procès de Moscou sous Staline, dont le but principal était de faire avouer aux accusés des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Le procureur Jacques Okoko, subjugué par la haine tribale, en faisant du cadavre de Ngouabi un véritable capital, n'a pas seulement été sans scrupule. Il a aussi été sans talent, remplaçant presque toujours les arguments et les preuves par l'invective. Foulant aux pieds les principes généraux du droit, monsieur le procureur, qui a été à la fois juge d'instruction, chef d'accusation et véritable président des débats, allant jusqu'à menacer certains témoins dont les dépositions ne s'orientaient pas vers le groupe Massamba Débat, a entravé sciemment la marche de la justice et gravement hypothéqué la manifestation de la vérité. Tel a été ce gardien de loi qui a fini par mentir officiellement en allant jusqu'à insinuer et faire admettre dans son réquisitoire que les corps de Mienyakou et Koudissa avaient été retrouvés dans le secrétariat de la résidence présidentielle et que la veuve Céline Ngouabi aurait assisté au drame. Or, non seulement cette dernière nie avoir assisté à la scène, mais encore estime que la raison invoquée par le procureur pour ne pas avoir requis son témoignage public est purement fallacieuse. Car étant à terme de sa grossesse en mars 1977, elle avait déjà accouché en janvier 1978, au moment où s'est ouvert le procès et pouvait bien s'y présenter. Pendant la journée du 18 mars 1977, a déclaré la veuve Ngouabi, j'étais en grossesse, presque à terme. Je n'étais pas en bonne santé, j'étais encore allongé au lit jusqu'aux environs de 12 heures parce que je ne me sentais pas bien. Je suis descendu à la cuisine, puis je suis allé dans la salle de séjour pour attendre mon époux. Me sentant toujours mal, je suis remonté dans ma chambre pour essayer de m'allonger. Quelques instants après, je me suis endormi. Puis, j'ai entendu mon fils aîné au téléphone me souhaitant bonne sieste de la part de son père. Et il a ajouté que ce n'était pas la peine que je descende. J'ai dit à mon fils de dire à son père que je ne me sentais pas très bien. Après, à un moment donné, j'étais réveillé par des coups de feu. Ce à quoi je ne m'attendais pas, car il y avait du calme. Après le coup de feu, ma sœur est venue toquer à la porte pour m'informer que ça n'allait pas. Comme je n'avais qu'un jupon sur moi, j'ai pris le pagne qui était à côté pour m'habiller et je suis descendu. Les marches des escaliers m'ont provoqué des douleurs et je ne suis donc descendu que pas à pas. Arrivé au rez-de-chaussée, j'ai vu des cadavres à la porte d'entrée. Je suis allé à la recherche de mon mari à l'intérieur de la maison. Je suis allé à son bureau en passant par le secrétariat. Il n'y avait personne. Je suis descendu partout pour le chercher. Il n'y avait personne. Je suis alors remonté à l'étage. Je me suis dirigé vers la chambre des grands enfants. J'ai ouvert les persiennes car ça tirait. J'ai vu mon fils aîné à côté d'une voiture et je lui ai demandé ce qui se passait. Je n'ai pas bien compris la réponse de l'enfant. Je suis venu après dans la chambre des petits-enfants. Je les ai pris afin qu'on puisse descendre tous au rez-de-chaussée.
En descendant, j'ai vu le lieutenant Ewolo qui nous mettrait dans une voiture et nous amènera au camp 15 août. Tout le long du trajet, je demandais au chauffeur où se trouvait mon mari. Il me demandait simplement de rester calme, comme me l'avait dit le lieutenant Ewolo. J'étais obligé de menacer le chauffeur de sauter de la voiture s'il ne me disait pas la vérité. Nous sommes allés à l'hôpital militaire et là-bas, on m'a montré où se trouvait mon mari. Je suis resté quelques instants à côté de lui et les gens sont venus me chercher pour me mettre en observation à cause de mes douleurs. Bien qu'elle ne contienne qu'une part de vérité, cette version des faits confirme cependant que le procureur a usé de faux. Les aveux des 10 suppliciés obtenus en plusieurs phases successives ne constituaient pas des preuves irréfutables et ne pouvaient par conséquent établir de manière irréfragable leur culpabilité. Mariam Gwabi n'est pas mort à 14h30, encore moins à l'état-major. Ce témoignage de la veuve en apporte une preuve supplémentaire. Car, comment croire que cet homme, que tous les hagiographes ont présenté comme très affectueux, aurait-il pu se précipiter à table alors que sa femme, à terme d'une grossesse, ne se sentait pas bien? N'est-il pas sûr que s'il était chez lui, son premier réflexe aurait été de monter s'enquérir de l'état de santé de son épouse avant de passer à table? En tout cas, manger pouvait bien attendre encore quelques minutes. Il est donc clair que la fantasmagorie judiciaire de mars 1977 et de janvier 1978 n'a pas été une erreur judiciaire, mais une imposture consciente dont les premiers responsables ont été Yombi et Sassou Nguesso. Fin de citation.